Le prince turc Frimelgus, récit extrait des contes populaires de Basse-Bretagne, de François-Marie Luzel, lecture par Christophe Tabar. Il y avait une fois une jeune fille qui demeurait avec son père et sa mère, lesquels faisaient valoir une bonne métairie et vivaient à leur aise. Cette fille, nommée Marguerite, était fort jolie, et tous les jeunes gens du pays, un peu riches, se fussent estimés heureux de l'avoir pour femme. Mais si Marguerite était jolie, elle était aussi coquette et fière, et elle dédaignait les fils de paysans qui voulaient lui faire la cour, même les plus beaux et les plus riches. Son père et sa mère voyaient cela avec peine, et ils lui disaient parfois « Qui prétends-tu donc avoir pour mari, que tu ne trouves personne à ton gré ?»« Un prince, répondait-elle. Je ne veux me marier qu'à un fils de roi. » Elle avait 2 frères à l'armée, 2 cavaliers, 2 beaux hommes, qui lui avaient parlé du fils de l'empereur de Turquie qu'ils avaient vu quelque part, et, depuis, elle avait l'esprit continuellement occupé de ce prince. Voilà qu'un jour il arriva à la ferme un seigneur monté sur un beau cheval et qui n'était pas habillé à la manière du pays. Personne ne le connaissait. Il demanda à voir Marguerite. Dès qu'il l'eut vue et qu'il se fut un peu entretenu avec elle, il s'écria « Celle-ci sera ma femme !»« Sauf votre grâce, monseigneur, lui répondit la jeune fille, je ne me marierai qu'au fils d'un empereur ou d'un roi. »« Eh bien, je suis le fils d'un empereur et d'un des plus puissants qui soit sur la terre. Mon père est l'empereur de Turquie et son nom est Frimelgus. Il y a longtemps que je voyage à la recherche d'une femme qui me convienne, et nulle part je n'en ai trouvé une qui me plût comme vous. Je le répète, je n'aurai jamais d'autre femme que vous. » Il lui donna de riches parures de perles et de diamants, puis il donna aussi à son père et à sa mère des poignées d'or et d'argent, si bien qu'ils étaient tous contents et heureux. Les fiançailles se firent dès le lendemain, les noces dans la 8e, et il y eut de grands festins, des danses et des jeux pendant plusieurs jours. Quand les fêtes furent terminées, le prince Frimelgus fit monter sa femme dans un beau carrosse doré et partit avec elle pour son pays. Marguerite vécut heureuse et sans souci aucun avec son mari pendant 6 mois. Tout ce qu'elle souhaitait, elle l'obtenait aussitôt. Beaux habits et riches tissus, parures de perles et de diamants, et, tous les jours, de la musique, des danses et des jeux de toutes sortes. Au bout de 6 mois, elle se sentit enceinte et en ressentit une grande joie. Son mari, au contraire, loin de témoigner quelque satisfaction à cette nouvelle, la reçut avec mécontentement. Il devint triste et soucieux, et rien ne pouvait plus le distraire. Un jour, il dit à sa femme qu'il lui fallait entreprendre un long voyage pour aller voir un autre prince de ses amis, je ne sais dans quel pays lointain. Avant de partir, il lui remit toutes les clés du château. Il y en avait un grand trousseau, et lui dit qu'elle pouvait s'amuser et se distraire comme elle l'entendrait en attendant son retour, et aller partout dans le château, à l'exception d'un cabinet qu'il lui montra et dont la clé était pourtant avec les autres dans le trousseau. « Si vous ouvrez ce cabinet, ajouta-t-il, vous vous en repentirez bientôt. Promenez-vous dans les jardins, visitez comme il vous plaira toutes les chambres et les salles de la cave au grenier, mais, je vous le répète, gardez-vous bien d'ouvrir la porte de ce cabinet. » Elle promit de ne pas ouvrir la porte, et Frimelgus partit. Marguerite se mit alors à parcourir le château, qui était très vaste, et à visiter les salles et les chambres où elle n'était jamais entrée jusqu'alors. Elle marchait d'étonnement en étonnement, car les salles et les chambres étaient toutes plus belles les unes que les autres, et pleines d'or, d'argent et de riches parures de toutes sortes. Son trousseau de clés à la main, elle ouvrit toutes les portes, entra partout et vit tout, à l'exception pourtant du cabinet défendu. À chaque fois qu'elle passait auprès, elle se disait « Que peut-il donc y avoir là-dedans ?» Et cela la préoccupait beaucoup et excitait vivement sa curiosité. Elle regarda plus d'une fois par le trou de la serrure et ne vit rien. Elle y introduisit même la clé. Mais alors, les paroles de son mari lui revenaient à la mémoire et elle avait peur et s'éloignait. Il y avait 8 jours que le prince était parti, lorsqu'un jour, ne pouvant résister plus longtemps à la tentation, elle introduisit encore la clé dans la serrure, la tourna, toute tremblante d'émotion, et entr'ouvrit la porte, tout doucement. Mais au premier regard qu'elle jeta dans l'intérieur du cabinet, elle poussa un cri d'effroi et recula d'horreur.
7 femmes étaient là, pendues chacune à une corde fixée à un clou dans une poutre et se mirant dans une mare de sang. C'étaient les 7 femmes que le prince Frimelgus avait épousées avant Marguerite et qu'il avait toutes pendues dans ce cabinet quand elles étaient devenues enceintes. Marguerite était tombée sans connaissance sur le seuil. Quand elle revint à soi, elle ramassa son trousseau de clés qui était tombé dans le sang, puis elle referma la porte du cabinet. Elle lava d'abord ses clés avec de l'eau froide, et le sang qui les souillait disparut sur toutes, à l'exception de celle du cabinet défendu. Ce fut en vain qu'elle lava celle-ci avec de l'eau chaude et la racla avec un couteau, et la frotta avec du sable. La maudite tache ne disparaissait pas. Voilà Marguerite désolée. En apercevant ce sang, se disait-elle, mon mari saura que je lui ai désobéi et que j'ai ouvert le cabinet défendu. Pendant qu'elle était encore occupée à laver et à frotter la clé, Frimelgus arriva. « Que faites-vous là, ma femme » demanda-t-il, bien qu'il sût déjà la vérité. « Rien, » répondit la jeune femme, toute troublée et en essayant de dissimuler les clés. « Comment rien ? Montrez-moi ces clés-là. » Et il lui arracha le trousseau de clés des mains, et, prenant la clé du cabinet défendu et l'examinant, « Ah, malheureuse femme » s'écria-t-il, « tu ne vaux pas mieux que les autres, et tu auras le même sort qu'elle. »« Oh, ne me tuez pas, ne me tuez pas, ayez pitié de moi, je vous en prie » criait la pauvre femme. « Non, point de pitié !» Et Frimelgus la jeta à terre, et, la saisissant par ses longs cheveux blonds, il se mit à la traîner jusqu'au cabinet fatal, pour l'y pendre, comme ces 7 autres femmes. La pauvre Marguerite criait de toutes ses forces « Au secours! Au secours !» En ce moment, on entendit sur le pavé de la cour le bruit des pieds de 2 chevaux arrivant au galop. 2 cavaliers venaient en effet d'y entrer. C'étaient les 2 frères de Marguerite qui venaient la voir. En entendant des cris de détresse, ils descendirent promptement de leurs chevaux et entrèrent dans le château. Ils virent Frimelgus qui traînait leur sœur par les cheveux, et, dégainant leurs sabres, ils tombèrent sur lui et le criblèrent de blessures. Puis, prenant Marguerite en croupe, ils quittèrent aussitôt le château et s'en retournèrent avec elle à la maison, après avoir pourtant rempli leurs poches d'or et de pierres précieuses. Quelque temps après le retour de Marguerite chez son père, quand on connut qu'elle était veuve, de nouveaux prétendants à sa main se présentèrent de tous côtés, de riches marchands et de nobles seigneurs. Mais elle n'avait pas oublié la manière dont l'avait traité le cruel Frimelgus, et elle répondait invariablement à tout ce qu'elle avait fait serment de ne jamais se remarier à homme qui vécut. C'était leur dire clairement qu'elle ne voulait pas se remarier. Un jour pourtant vint un seigneur magnifiquement vêtu, monté sur un cheval superbe, et que personne ne connaissait dans le pays. Il demanda à parler à Marguerite. Celle-ci le reçut poliment, et lui dit, comme aux autres, qu'elle avait fait serment de ne jamais se remarier à homme qui vécut. « Je ne suis pas un homme vivant, » lui répondit l'inconnu. « Comment ? Vous n'êtes pas un homme vivant ? Mais qui êtes-vous donc alors ? » ?»« Un mort, et vous pouvez m'épouser sans manquer à votre serment. »« Serait-il possible ? » ?»« Croyez-moi, rien n'est plus vrai. »« Eh bien, s'il en est ainsi, je ne dis pas non. » Elle brûlait d'envie de se remarier, il faut le croire. Bref, ils furent fiancés et mariés promptement, et il y eut un grand festin de noces. En se levant de table, le nouveau marié se rendit dans la cour avec sa femme, et, montant sur son cheval, il la prit en croupe et partit aussitôt au galop, sans dire à personne où il allait. Tout le monde en fut étonné. Un des frères de Marguerite, voyant cela, monta aussi sur son cheval et voulut les suivre. Mais quelque bon cavalier qu'il fût, il ne put les atteindre. Il jura néanmoins qu'il ne retournerait pas à la maison avant d'avoir su où était allée sa sœur. Le cheval qui emportait Marguerite et son nouveau mari voyageait à travers les airs, et il les porta dans un château magnifique. Rien ne manquait dans ce château de ce qui peut plaire à une jeune femme, ni riches tissus de soie et d'or, ni diamants et perles, ni beaux jardins remplis de fleurs aux suaves parfums et de fruits délicieux. Et pourtant, elle ne s'y trouvait pas heureuse et elle s'ennuyait. Pourquoi donc s'ennuyait-elle ? Parce qu'elle était toujours seule, tout le long des jours. Son mari partait tous les matins de bonne heure et ne rentrait qu'au coucher du soleil. Elle l'avait pourtant prié de l'emmener avec lui dans ses voyages, et toujours il avait refusé.
Un jour qu'elle se promenait dans le bois qui entourait le château, elle fut bien étonnée de voir un jeune cavalier qui venait par la grande avenue, car depuis qu'elle était là, aucun étranger n'était encore venu lui faire visite. Son étonnement augmenta encore lorsqu'elle reconnut que ce cavalier était son plus jeune frère. Elle courut à lui et l'embrassa et lui témoigna une grande joie de le revoir. Puis elle le conduisit au château et lui servit elle-même à manger et à boire, car il était épuisé et fatigué d'un si long voyage. « Où est aussi mon beau-frère, sœur chérie ?» demanda-t-il au bout de quelque temps. « Il n'est pas à la maison pour le moment, mais il arrivera ce soir au coucher du soleil. Tu me parais être plus heureuse ici avec lui que tu ne l'étais avec Frimelgus. »« Oui, vraiment, mon frère, je suis assez heureuse ici, et pourtant je m'y ennuie beaucoup. »« Comment peut-on s'ennuyer dans un si beau château ? C'est que je suis seule tout le long des jours, frère chéri. Mon mari n'est jamais avec moi, que la nuit, et il part tous les matins aussitôt que le soleil se lève. »« Où donc va-t-il ainsi tous les matins ? » ?»« Au paradis, dit-il. »« Paradis ? Mais pourquoi ne t'emmène-t-il pas avec lui alors ? Je l'ai souvent prié de m'emmener avec lui, mais il ne le veut pas. Eh bien, je lui demanderai aussi, moi, de me permettre de l'accompagner, car je voudrais bien voir le paradis. » Tôt après, le maître du château arriva. Sa femme lui présenta son frère et il témoigna de la joie de le revoir. Puis il mangea, car il avait grand faim. Le frère de Marguerite lui demanda alors « Dites, beau-frère, où allez-vous donc ainsi tous les matins de si bonne heure, laissant votre femme toute seule à la maison où elle s'ennuie beaucoup ?»« Je vais au paradis, beau-frère. Je voudrais bien aussi, moi, voir le paradis, et si vous consentiez à m'emmener avec vous, une fois seulement, vous me feriez grand plaisir. »« Eh bien, demain matin, vous pourrez venir avec moi, beau-frère, mais à la condition que vous ne m'adresserez aucune question, ni ne direz même pas un seul mot pendant le voyage, quoi que vous puissiez voir ou entendre. Autrement, je vous abandonnerai aussitôt en route. »« C'est convenu, beau-frère, je ne dirai pas un mot. » Le lendemain matin, le maître du château était sur pied de bonne heure. Il alla frapper à la porte de son beau-frère en disant « Allons, beau-frère, debout, vite, il est temps de partir. » Et quand il se fut levé et qu'il fut prêt, il lui dit encore « Prends les basques de mon habit et tiens bon. » Le frère de Marguerite prit à deux mains les basques de l'habit de son beau-frère, et celui-ci s'éleva alors en l'air, et l'emporta par-dessus le grand bois qui entourait le château, avec une telle rapidité que l'hirondelle ne pouvait les suivre. Ils passèrent par-dessus une grande prairie où il y avait beaucoup de bœufs et de vaches, et bien que l'herbe fût abondante autour d'eux, bœufs et vaches étaient maigres et décharnés, au point de n'avoir guère que les os et la peau. Cela étonna fort le frère de Marguerite, et il allait en demander la raison à son compagnon de voyage, lorsqu'il se rappela à temps qu'il avait promis de ne lui adresser aucune question, et il garda le silence. Ils continuèrent leur route et passèrent plus loin au-dessus d'une grande plaine aride et toute couverte de sable et de pierres. Et pourtant sur ce sable étaient couchés des bœufs et des vaches si gras et qui paraissaient si heureux que c'était plaisir de les voir. Frère de Marguerite ne souffla mot encore, bien que cela lui parût bien étrange. Plus loin encore, il vit un troupeau de corbeaux qui se battait avec tant d'acharnement et de fureur qu'il en tombait sur la terre comme une pluie de sang. Il continua de garder le silence. Ils descendirent alors dans un lieu d'où partaient 3 routes. Une d'elles était belle, une avec de belles fleurs parfumées des 2 côtés. Une autre était belle et unie aussi, mais moins que la première pourtant. Enfin la 3e était d'un accès difficile, montante et encombrée de ronces, d'épines, d'orties et de toutes sortes de reptiles hideux et venimeux. Ce fut cette dernière route que prit le mari de Marguerite. Son beau-frère, s'oubliant, lui dit alors « Pourquoi prendre cette vilaine route, puisqu'en voilà 2 autres qui sont si belles ?» À peine eut-il prononcé ces mots que l'autre l'abandonna dans ce mauvais chemin, en lui disant « Reste là à m'attendre jusqu'à ce que je m'en retourne ce soir. » Et il continua sa route. Au coucher du soleil, quand il repassa par là, il reprit son beau-frère, tout rompu et tout sanglant, et ils retournèrent ensemble au château. Le frère de Marguerite remarqua, chemin faisant, que les corbeaux se battaient toujours, que les bœufs et les vaches étaient aussi maigres et décharnés que devant, dans l'herbe grasse et haute, aussi gras et luisant dans la plaine aride et sablonneuse. Et comme il pouvait parler, à présent, il demanda l'explication des choses extraordinaires qu'il avait vues durant le voyage. «
Les bœufs et les vaches maigres et décharnées au milieu de l'herbe abondante et grasse, lui répondit son beau-frère, sont les riches de la terre, qui, avec tous leurs biens, sont encore pauvres et malheureux parce qu'ils ne sont jamais contents de ce qu'ils ont et désirent toujours en avoir davantage. Les bœufs et les vaches gras et heureux, sur le sable aride et brûlé, sont les pauvres contents de la position que Dieu leur a faite et qui ne se plaignent pas. Et les corbeaux qui se battent avec acharnement, ce sont les époux qui ne peuvent pas s'entendre et vivre en paix sur la terre et qui sont toujours à se quereller et à se battre. Dites-moi encore, beau-frère, pourquoi vous avez pris le chemin montant et rempli de ronces, d'épines et de reptiles hideux et venimeux, quand il y a là à côté 2 autres chemins qui sont si beaux et si unis, et où il doit être si agréable de marcher? Ces 2 chemins-là sont, le plus beau et le plus large, le chemin de l'enfer, et l'autre, le chemin du purgatoire. Celui que j'ai suivi est difficile, étroit, montant et parsemé d'obstacles de toutes sortes, mais c'est le chemin du paradis. Pourquoi donc, beau-frère, puisque vous pouvez aller tous les jours au paradis, n'y restez-vous pas, et n'y emmenez-vous pas ma sœur avec vous? Après ma mort, Dieu me donna pour pénitence de revenir tous les jours sur la terre, jusqu'à ce que j'eusse trouvé une femme pour m'épouser, quoique mort.